Salut la compagnie. Alors aujourd'hui, exercice de géométrie et d'arithmétique relatif à la présence du mètre et du yard mégalithique en Égypte ancienne. Alors j'ai encore une fois pris le parti de faire quelque chose d'assez concis et d'assez minimaliste. Un petit peu dans la veine de mes 3 dernières vidéos qui étaient un triptyque. Là, on se réfère surtout à la dernière vidéo, mais je vous conseillerais du coup, si vous n'avez pas bien bûché dessus, puis bon, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'a fait, de pas aller voir, parce que quelque part, il y a beaucoup de réponses aux questions posées ici. Ça serait un petit peu triché, mais bon, quelque part, c'est quand même mieux de tricher et d'essayer de le faire que de ne pas essayer de le faire. Parce que je me fais pas non plus énormément d'illusions. Je pense que s'il y a déjà 1% d'entre vous qui se prêtent au jeu, je serais déjà assez content. Ça ferait quoi, 3-4 personnes, 5 personnes dans un premier temps. Donc ça serait déjà ça. Parce que comme vous savez, moi j'aime bien essayer de vous faire un petit peu réfléchir avant de vous donner vraiment tout cru ce que j'ai à montrer. C'est pour ça que j'ai fait mes 3 dernières vidéos extrêmement rapides. C'est pour que à la fin, la personne qui regarde se dise ah j'ai absolument rien compris. Ça a l'air intéressant, mais j'ai rien compris. Et du coup, je vais devoir fournir un certain effort pour pouvoir comprendre. Et donc voilà. Donc là, des exercices de géométrie. Tout simplement, le côté minimaliste de la chose, c'est que je me suis donné comme objectif de faire tout tenir en une seule image. En fait, surtout pour pour démontrer qu'on est face à quelque chose de vraiment très simple. Extrêmement simple. Oui, exactement, Jean-Pierre, merci. Parce que le mystère est accessible absolument à tout le monde. Ah, je te le fais pas dire. Mais les implications de cette chose sont, je pense, importantes. Parce que voilà, la présence du yard mégalithique en Égypte ancienne. Alors, le yard mégalithique, il faut savoir que c'était l'unité telle que définie par Alexander Thom des bâtisseurs mégalithiques d'Europe, surtout localisés en Bretagne et en Grande-Bretagne. Et qu'elle est de 2 millénaires, grosso modo, minimum, antérieure à la construction des pyramides. Et donc en 2 millénaires, on peut quand même logiquement supputer que l'information, la mesure, l'étalon a pu se transmettre. Non, mais en 2000 ans, ils ont pu, oui, aller de Bretagne en Égypte. Hein. Même à genoux, ils auraient pu y aller. Et au-delà de tout ça, on voit qu'on a quand même en fait 3 unités de mesure concaténées. Le yard, le mètre et la coudée. Bon, la coudée, elle est là, hein, forcément. Hein, mais... et tout ça est très important. On y reviendra. Parce que comme vous pouvez le voir ici, moi je divulgage un petit peu, mais c'est pour vous donner envie. Grâce à ces simples 4 points, on arrive à déduire, encore une fois de façon logique, pas moins de 4 yards mégalithiques. Donc le premier yard mégalithique, celui que j'ai appelé le yard géodésique, on va juste le calculer, on va pas le vérifier aujourd'hui, il faudra le montrer sur plan, avec les mesures, et je vous assure que ça marche vraiment très très bien. Mais là, de façon logique, on va déduire 3 yards que j'ai appelés géométriques, parce qu'ils sont là, ils sont enseignés, et ça vaut le coup de voir la chose. Et du coup, moi, je serai à ta place, j'essaierai quand même un petit peu de faire justement ces 7 questions-là, cet exercice en 7 points, pour prendre un peu d'avance, et puis pas pour, encore une fois, pas manger ça tout cru quand je vais faire une longue vidéo pour développer ça, en zoomant bien, en montrant toutes les lignes, les azimuts, les longueurs. Donc avant de vous laisser, je vais quand même expliciter un petit peu toutes ces questions, parce que c'est vrai que du coup, je les ai réduits au maximum.
Et je voudrais pas que certains qui déjà se prêtent au jeu, déjà c'est bien, abandonnent parce qu'ils bloquent un endroit ou un autre. Parce qu'ils n'ont pas compris la question. Alors, commençons. Donc ce fameux yard mégalithique défini par le professeur Alexander Thom comme valant 829 mm, plus ou moins 1 mm. Eh bien on peut remarquer que ça peut être une valeur géodésique, au même titre que le mètre, puisque le mètre est défini comme étant la 10 millionième partie de la distance allant du pôle à l'équateur, tirée d'un degré de méridien moyen, donc en France c'était assez pratique, 45 degrés. Et le yard mégalithique, eh ben, on peut le définir, et ça rentre dans cette marge du yard mégalithique d'Alexander Thom, qui est quand même assez épais, hein, ça fait 2 mm d'épaisseur, c'est quand même pas mal. Et bien dans cette épaisseur, on peut rentrer un yard mégalithique, également géodésique, comme le mètre, c'est-à-dire défini pour valoir comme la 12 millionième partie de la distance du pôle à l'équateur, mais cette fois-ci extrapolée d'1 degré de méridien à l'équateur. Et oui. Et ça c'est intéressant. Ça pose aussi quelques problèmes. Ça voudrait dire que les gens qui sont en Europe sont partis à l'équateur pour mesurer ça. Et comme moi je pense qu'on mesure ça grâce au pôle céleste, mesurer une distance avec le pôle céleste à l'équateur, c'est-à-dire à l'endroit où vraiment il est à l'horizon, ça pose encore un autre problème, c'est-à-dire qu'à l'horizon c'est l'endroit où l'incidence de l'angle de réfraction atmosphérique est le plus fort. Mais on peut également imaginer, et c'est vrai que c'est l'hypothèse la moins coûteuse, que les anciens qui ont produit ce yard mégalithique avaient conscience que la Terre était une sphère, mais n'avaient pas conscience de l'aplatissement polaire. Et ont voulu tout de même diviser le ciel en 12, hein, quelque part. Hein, 12 millionième, la 12 millionième partie, c'est diviser le ciel en 12. Donc je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc on peut supputer qu'ils ont vraiment voulu diviser ce ciel en 12, mais bon, avec des outils de mesure évidemment un peu moins précis que ceux qu'on a aujourd'hui, ils sont tombés sur une valeur très acceptable. Alors on va travailler les deux, pas dans cette vidéo, mais plus tard. On va travailler le yard mégalithique, on va dire large, d'Alexander Thom, et un yard géodésique plus précis, c'est-à-dire au dixième de millimètre, comme pour la coudée royale à 0,5236. Mais on y reviendra. Bon, là déjà, je suis en train de digresser, de dire des choses qui ne sont pas absolument obligatoires. Donc je te laisse calculer ça dans le premier point de mon exercice. Pour l'instant c'est facile, hein. C'est vraiment extrêmement simple. Extrêmement simple. Et donc encore une fois, nous appellerons cette unité de mesure tirée des dimensions de la Terre le yard mégalithique géodésique, que nous noterons Y. Donc maintenant, redescendons un petit peu sur Terre et constatons que l'exercice qui nous occupe aujourd'hui est assis sur 4 points. Donc le point O pour l'obélisque d'Héliopolis, ou On, c'est comme vous voulez. Hein. On, c'est le nom hébreu d'Héliopolis dans la Genèse. C'est de là que vient le père de la femme de Joseph, mais ça c'est toute une autre histoire. Ensuite le point D, hein, pour Djedefré, le point K pour Khéops, et le point R pour la pyramide rhomboïdale. Comme ça c'est clair. Ensuite, précisons tout de même que nous sommes en train de convertir une géométrie courbe, une géométrie convexe, géodésique, en une géométrie plane. Donc évidemment, quand on va aller mesurer sur plan en zoomant tout ça très bien, on ne pourra jamais tomber sur des choses absolument exactes. C'est-à-dire que les lois de la trigonométrie en géométrie plane ne pourront pas être absolument respectées au centième de degré. Oui, oui, j'ai dit trigonométrie. Alors c'est un mot qui peut peut-être faire peur à certains, pas à tout le monde, j'espère. C'est des maths du niveau collège, hein. Mais voilà, je vais quand même pas vous jouer de la flûte. C'est vrai qu'il faut comprendre ces notions. Si vous avez jamais réussi à vous débrouiller avec ce satané théorème de Pythagore,
Bon, ouais, ça risque d'être un peu compliqué. Il va falloir vous y mettre si vous voulez suivre tout ça, quoi. Mais encore une fois, niveau collège, c'est quand même extrêmement simple. Extrêmement simple. Et, euh, et même après, bon, ben ouais, savoir ce que c'est qu'un sinus, un cosinus, SOHCAHTOA, tout ça, ça aidera dans une seconde, dans un second temps. Même moi, j'avoue, quand je me suis remis à tout ça, bon, ben, il a fallu que je revoie un peu ces notions. Bon, ben, ça a été vite fait, mais quelque part, c'est un peu comme le vélo, mais bon, voilà. Donc, encore une fois, les lois trigonométriques ne peuvent pas être absolument respectées. Mais ça tombe bien puisque nous sommes sur des bâtiments quand même relativement conséquents. Et donc, ces erreurs s'effacent grâce à l'épaisseur des bâtiments et éventuellement à leur complexe. Donc, nous pouvons considérer logiquement, grâce à ces deux carrés que nous avons en rouge, un triangle particulier nommé un triangle rectangle. Mais encore, un triangle rectangle particulier puisque son petit côté est de 1 et son hypoténuse de 3. Donc, on va pouvoir, grâce au théorème de Pythagore, en calculer le grand côté. Et nous précisons que ces valeurs sont en yards mégalithiques. Donc, calculer au cas le grand côté de ce triangle rectangle. Et ainsi, nous pourrons en déduire par calcul le côté du carré noir. Et je précise que, à ma connaissance, c'est Éric Le Saint, le premier à avoir énoncé sur Internet la présence de ce yard mégalithique, 30 000 yards mégalithiques entre l'obélisque et Djedefre et 10 000 yards mégalithiques entre Djedefre et Khéops. Donc il défortige. Et je vous demande ensuite d'en déduire plus que calculer la portion rouge de la diagonale OK parce que ça nous donne une valeur numérique assez intéressante. Je vous laisse en juger. Et ce qui a l'air d'être une portion de cercle blanche là qui vient d'apparaître, c'est réellement une portion de cercle. Hein. Donc sur la diagonale OK, la partie blanche est égale à le côté du carré noir. Voilà. Et à partir de là, personnellement, j'ai l'impression qu'on nous donne une leçon géométrique un petit peu subtile, mais en définitive très simple. Extrêmement simple. Que nous développerons dans des vidéos suivantes. Ensuite, on change d'unité, on passe en mètres grâce à cette distance Khéops rhomboïdale. Racine de 5 mètres, bon, avec un facteur 10 puissance 4. Et l'angle d'un tricarré. C'est intéressant tout ça. Et grâce à ça, on va pouvoir calculer la distance entre Djedefre et la rhomboïdale. Encore une fois, de façon mathématique, tout simplement théorème de Pythagore, en incluant du coup le précédent yard mégalithique géométrique qu'on vient juste de trouver, qu'on avait appelé Y'. Donc encore quelque chose de quand même relativement simple. Extrêmement simple. Si tu veux. Ah oui, et petit goodies, question subsidiaire que j'ai pas noté parce que j'avais pas la place. Mais si vous voulez, avec encore une fois simplement les informations qui sont contenues dans ce dessin, vous avez toutes les informations nécessaires à calculer l'azimut OD, obélisque vers Djedefre, ainsi que l'azimut DR, Djedefre vers rhomboïdal. Et donc vous pouvez le faire si vous voulez, et vous pouvez également du coup, par là même, calculer l'angle ODR. Et plus tard, dans les prochaines vidéos, on verra que la chose est rattrapée par la correction à la géodésie, tout simplement, de façon assez magistrale, à croire que c'est plutôt bien ficelé le machin. Ah, là par contre oui, là il y a une subtilité. Déduisez le ratio entre l'unité modulaire du triple carré de diagonale RK et celle du quadruple carré de diagonale OR.
Et oui, un triple carré entre Khéops et la rhomboïdale et un quadricarré entre l'obélisque et la rhomboïdale. Et ça, ce quadruple carré, je sais que Crowhurst en avait parlé. Et d'ailleurs, ça aussi, j'oubliais, mais Howard Crowhurst, bon, qui est un petit peu notre maître à tous, hein, quelque part, hein. On va pas le cacher, hein. Vraiment, être allé chercher cet obélisque d'Héliopolis, je pense que ça a été le premier à le faire. Et là, pour le coup, sincèrement, je l'en remercie. Parce que tout ce que je vous montre là, sans cet obélisque, évidemment, forcément, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Alors autant mesurer les distances entre les pyramides, évidemment, tous les pyramidiaux de France, de Navarre et d'ailleurs, sont amenés un jour, dans leur démarche de pyramidiaux, à le faire. Donc forcément en mètres, et évidemment aussi en coudées, mais aussi en yard mégalithique. Mais sans ce point obélisque, là, il n'y a rien, quoi. Et ça c'est Howard Crowhurst. Pour sûr, et on la remercie. Et il y a quelque chose que j'avais pas vu à prime abord. Et de façon très logique, on pourrait croire que ce triple carré et ce quadruple carré ne sont pas proportionnels l'un à l'autre, mais vu qu'ils sont adossés à ce grand carré noir, en fait, si. Et on peut déduire ça de façon logique. Et je vous ai un petit peu aidé en laissant inscrite cette diagonale. Et je vous laisse réfléchir, parce que c'est très important pour la dernière question qui vient, qui est un peu le clou du spectacle. C'est d'ailleurs quelque chose qui est intéressant, parce que les pyramidiaux, ils ne savent pas. Donc voilà, on rallume toute notre géométrie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, encore une fois, tout ça est assis sur simplement 4 points, avec 4 azimuts, et on a pris seulement 3 distances. Donc c'est encore une fois très minimaliste. Et on zoome sur la pyramide rhomboïdale. On y reviendra plus tard, mais pour s'apercevoir que ce quadruple carré, il marche très très bien avec le centre de la face sud et le triple carré avec le centre de la face ouest. De cette pyramide de 360 coudées de côté. Et là, on va avoir un tout petit décalage, le décalage de R, comme je l'ai appelé, qui va nous permettre de trouver 2 rapports qui vont nous permettre de déduire encore une fois une valeur numérique. Et je divulgage encore en vous écrivant que 1 yard mégalithique géodésique, 3 yards mégalithiques géométriques et logiques, inscrits ici, dans ces livres de pierre, pour faire un petit peu de poésie. Moi, je suis beaucoup trop rationnelle, je suis une mathématicienne et donc je ne peux absolument pas croire ça. Si tu veux, Marianne, mais je sais pas, moi, je regarde ça, j'ai l'impression que c'est simple, quoi. Et ce qui me paraît le plus incroyable dans cette affaire, c'est que ce soit pas encore connu, toute cette histoire. Et du coup, je me dis que si ça coince, tu vois, dans la conscience collective, l'acceptation de cette chose, c'est peut-être parce que voilà, délimité en bleu, là, nous avons une frontière biblique, telle qu'énoncée en Genèse 15-18. D'ailleurs, je vous ai mis 3 petits versets de rien du tout de la Genèse à aller voir et méditer. C'est une grosse affaire quand même, toute cette histoire. Mine de rien, ça pèse très très lourd sur la noosphère. Et donc c'est la frontière du grand Israël, quoi. Oh putain, ça y est, un hélico qui passe. Je suis repéré. Merde! Ils ont pas mis longtemps, les cons. Ah, on va le laisser passer. C'est bon, ça y est, il est reparti. Reprenons, qu'est-ce qu'on disait? Oui, voilà, quoi. Que d'histoire, que de chicotage. Quand même, à partir d'une petite ligne, voilà, dans un texte qui raconte la genèse de notre monde. Et attention, non mais je vous vois venir, on se calme tout de suite. Bande de vilains antisémites. Faut pas non plus avoir une vision absolument binaire de la chose. Oui, voilà. Là, pour le coup, je vous conseillerais d'être non binaire. Merde, je sais pas comment le dire. Non, n'ayez pas une vision binaire, ça va bien comme ça.
parce que c'est assez compliqué tout ça. Et moi, du coup, ça fait quand même pas mal de temps que j'étais assez novice dans tous ces trucs il y a quelques années. Et c'est en travaillant sur les pyramides que petit à petit, je me suis aperçu qu'il y avait des liens entre toutes ces choses. Et je me suis mis à travailler sur l'étude vétérotestamentaire, comme on dit. Ouais, le mec, il débarque, quoi. Alors, je me suis mis à étudier déjà l'alphabet hébreu. Évidemment, je maîtrise pas la langue. Mais déjà, avec l'alphabet, tu peux tirer pas mal de liens étymologiques. Là, tu trouves par exemple une toute autre dimension à ce qu'on appelle la langue des oiseaux. S'accoupler avec cette notion de langue proto-indo-européenne, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, l'éclatement de la langue proto-indo-européenne, qui est également un épisode biblique, avec cette histoire de la chute de la tour de Babel. Et donc cet éclatement linguistique qui a donné un petit peu toutes les bases de nos langues occidentales modernes, depuis le grec ancien, le latin ou l'italique, voilà, les langues germaniques, les langues baltes, les langues slaves, et j'en passe. Les langues celtiques aussi, et oui. Contrairement aux idées reçues, non, c'est pas Obélix qui portait les menhirs. Je suis désolé de casser un mythe aussi profondément ancré. Bon, il y a quelques exceptions, comme l'albanais, apparemment, ou le basque. Mais par exemple, et c'est ça qui m'a un petit peu étonné, dans l'hébreu, on retrouve des racines proto-indo-européennes, linguistiques donc, évidentes. Je vais vous donner qu'un seul exemple. Par exemple, c'est le mot manne. Tu vois, la manne céleste, la manne divine que Yahvé donne au peuple d'Israël dans le désert pour pas qu'ils crèvent la dalle. Ça veut dire part ou portion. La manne est en hébreu, man, même, qui s'écrit même nun, final. Ça veut aussi dire compter. Compter. C'est marrant, on peut mettre ça en rapprochement avec the moon, la lune, qui sert elle aussi à compter le temps. Mais la lune est associée en alchimie depuis le Moyen-Âge au métal argent. L'argent. L'argent qui est un métal mais qui est aussi une valeur. La monnaie. Monnaie. Ouais, c'est bon, tu l'as. Et c'est assez marrant tous ces ponts qu'on peut faire. Donc la monnaie qui sert aussi à compter. Et là, on va aller jusqu'au sanskrit, où on a le mana, qui est en fait un petit peu l'esprit, si tu veux, l'esprit qui sert aussi à compter. Et c'est ça qui, d'ailleurs, nous, en tant qu'humains, nous différencie du reste du règne animal, parce que on arrive à compter, donc on est des man. Ouais, c'est marrant tout ça, c'est marrant. Ce qui est un peu bizarre, c'est que apparemment ça irait jusqu'à l'île de Pâques. Mais là, je voudrais pas vous dire des conneries, parce que le mana, il me semble que dans le Rapa Nui, mais j'ai pas trouvé de dictionnaire Rapa Nui, et c'est pas évident. Donc je mets un bémol là-dessus, je suis pas bien sûr, mais ce serait quand même étrange s'ils avaient aussi leur mana à l'île de Pâques. Bon, bref. Et donc cet éclatement de la langue proto-indo-européenne est daté par Georges Dumézil à l'époque. Je crois que c'est Georges, je suis même plus sûr, s'il y en a plusieurs des Dumézil. Est daté à 4000 ans avant Jésus-Christ. Et c'est assez marrant parce que... Non, 2000 ans avant Jésus-Christ, excusez-moi. 4000 ans avant nos jours. Et c'est assez drôle parce que tous les chronologistes bibliques s'accordent à dater la vie d'Abraham, donc le grand patriarche de toutes nos traditions occidentales, et même orientales d'ailleurs, les trois religions du livre, comme on dit. Abraham, on le date à peu près à 4000 ans aussi, donc ça colle très bien. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé il y a 4000 ans dans nos contrées ? Eh bien, c'est encore une fois la fin du peuple mégalithique, avec donc l'arrivée des peuples indo-européens ou ariens. Ouais, non, mais calme-toi aussi, arien, oui, voilà, arien, ça vient de aria, encore une fois en sanskrit, qui veut dire le noble, ce qui a donné le mot
aristocrates. Donc maintenant, on retrace tout ça assez sûrement et précisément, il me semble, grâce à la science assez nouvelle des haplogroupes. Donc, c'est l'haplogroupe R1b, hein, qui est arrivé en Europe de l'Ouest depuis les contrées d'Europe centrale. Et donc, des gens qui avaient une suprématie militaire parce qu'ils maîtrisaient l'alliage du bronze, le cheval, le char, et donc voilà. On s'aperçoit maintenant, grâce à la génétique, que ils ont décimé en fait 3/4 de la population masculine de ce peuple mégalithique, et ils ont gardé les femmes. Ce qui, c'est vrai, on peut supputer, a peut-être mis une ambiance un peu moyenne dans les chaumières. Hein, enfin, je sais pas, moi je me dis ça de façon plutôt logiquement, on va dire. Ouais, ça devait pas être yaou, hein, comme on dit, et c'est peut-être à partir de là où l'instauration d'une société patriarcale est devenue inévitable. Ouais, parce que quelque part, on peut se dire que, voilà, ça devait un peu tirer la tronche, hein. Excusez-moi, hein, enfin voilà, quoi, disons, bon, alors, Bobonne, qu'est-ce qu'il y a? T'es pas contente? Oh, ça va. Oui, c'est vrai, on a tué ton mari, ton père, tes frères, tes enfants, et puis on est venu s'installer à leur place, mais ça va, tu vas pas non plus faire la gueule pendant 1000 ans. Bon, puisque c'est ça, puisque tu fais la gueule, on va plus écouter ce que tu as à dire, en fait. On va se passer de ton avis, quelque part. Et pour en revenir à la linguistique, c'est assez drôle, puisque, j'en reviens au basque, le basque est considéré comme une langue non proto-indo-européenne, alors que le peuple basque est celui qui a conservé génétiquement le plus de reliquats d'haplogroupe R1b. Parce qu'ils ont réussi, eux, à garder une unité depuis 4000 ans, même les invasions romaines, tout ça, n'ont pas réussi à casser ce bassin génétique. Et alors, comment ça se fait que ça serait les Basques qui auraient dans leur génétique le plus d'haplogroupes indo-européens et qui n'ont pas conservé la langue? Parce que justement, eux, ils ont conservé la langue maternelle, comme on dit. Et donc voilà, encore une fois, chez le basque, apparemment chez l'albanais aussi, c'est peut-être là qu'on va pouvoir trouver le plus de reliquats de la langue des bâtisseurs, quelque part. Et donc c'est assez drôle de trouver, encore une fois, dans la Bible, hein, en Genèse 49, donc l'avant-dernier chapitre, qui d'ailleurs, si vous le lisez et que vous regardez le zodiaque de Dindéra, et notamment dans la traduction de la Bible de Jérusalem, bon, je dis ça, je dis rien, ça aussi on y reviendra. En Genèse 49, donc, Jacob, sur son lit de mort, dit à Yehuda, à Judas, tu es un jeune lion. Et en hébreu, lion, c'est Ari, Arié, Aria, si on veut. Et donc, c'est drôle de voir ça. Alors, évidemment, c'est pas une preuve, mais c'est un indice, on va dire, un indice concordant. Et donc Judas, c'est lui en fait qui hérite à la 3e génération de la promesse de Yahvé à Abraham, comme quoi il serait le père du peuple prêtre de l'humanité en fait, si tu veux. Promesse qui est passée donc à Isaac, pas à Ismaël, parce que Ismaël, c'était le fils de Laban, et il est passé à Isaac, et ensuite il est passé à Jacob, et non pas à Ésaü. Il y a eu une espèce de trafic bizarre de droits d'aînesse à ce moment-là. Ésaü, c'est Édom, hein, et il aurait échangé son droit d'aînesse pour un plat de lentilles rouges, et donc ensuite, c'est arrivé à Judas, qui en fait était le 4e fils de Jacob, mais comme Ruben et puis Siméon et Lévi, ils ont fait des bêtises, ils ont eux aussi été déchus de leur droit d'aînesse, et du coup, c'est arrivé à Judas, qui a donné donc du coup le mot juif. Et donc on pourrait interpréter cette petite ligne par juif, tu es un arien, en fait. Ouais, non, mais je suis désolé, mais enfin, moi je me dis ça comme ça, hein, mais c'est vrai que ça va mettre beaucoup de gens en bug, cette histoire.
Mais il n'y a pas que dans l'Ancien Testament qu'on trouve ce genre de bizarrerie. Par exemple, dans les Évangiles, donc le Nouveau Testament, cette phrase que tout le monde connaît, hein, Jésus dit « Mangez-en tous, ceci est mon corps ». Et corps, c'est soma, oui, somatisation. Et donc c'est assez drôle, parce que le soma, ça vient de l'Inde, les hindous, et du sanskrit. C'est la plante sacrée que sacrifie Mitra. Et Mitra, voilà, qui est un dieu qui a eu toute une transhumance pour arriver jusqu'à l'Empire romain, encore toute une histoire. Et ben René Guénon, par exemple, dans Le Roi du Monde, je crois, l'associe à l'archange Métatron. Métatron, qui s'écrit Mem Tet Tet Reich Nun. En fait, ça pourrait se prononcer Metlon. Metlon. Et Metlon, c'est le mot qui a donné le mot maître. Le maître, on reboucle, qui est une valeur géodésique associée à la Terre, et Métatron est associé au cube, et là encore c'est drôle, parce que le solide platonicien associé à la Terre, c'est le cube. Bon, voilà. Moi, je vous balance tout ça en vrac, hein, et puis démerdez-vous. Mais de toute façon, on y reviendra, hein. Il faudrait vraiment que je fasse des vidéos spécifiques, hein, parce que ça mérite, hein, toutes ces notions d'étymologie et de philologie, mais tout ça pour dire, comme je te disais, ouais. Là, tu comprends qu'on accède à une toute autre dimension, hein, de ce qu'on appelle la langue des oiseaux, hein. Ça va un peu plus loin que la magie, c'est quand l'âme agit. Ouais, non, c'est sympa aussi, hein, mais là, enfin, moi, je pense qu'il y a des choses beaucoup plus profondes là derrière. Et finalement, c'est pas vraiment la peine d'être un grand expert en philologie, hein, que je suis pas du tout, hein, mais juste maîtriser quelques alphabets. Même pas besoin de notions de grammaire des langues mortes, hein, juste en suivant des fils de vocabulaire, quoi, des fils étymologiques, et t'arrives à faire des relations assez sympas. Et d'ailleurs, il n'y a pas que dans le domaine philologique, mais aussi dans le domaine astrologique, donc symbolique, où on peut également faire des relations assez sympas, hein. D'ailleurs, l'astrologie, la nôtre, hein, celle qui va du bélier au poisson, elle vient aussi d'Égypte, hein. Encore une fois, ce fameux zodiaque de Dendera, donc un zodiaque, encore une fois, qui est une division du ciel en 12, hein. C'est marrant, comme le yard mégalithique, hein, on tombe toujours sur nos pattes, pas dans le même sens, cette fois-ci. Bon, le zodiaque de Dendera, c'est largement postérieur, hein, à l'érection des pyramides. Il a dit érection. Mais parce que c'est l'époque ptolémaïque, hein, c'est quasiment 2000 ans après, hein, mais bon, on peut supposer une transmission. Et donc, cette date de 4000 ans avant aujourd'hui, à quoi elle correspond dans le zodiaque précessionnel? Elle correspond au passage du mois précessionnel du Taureau, donc relié à la Terre, hein, peuple mégalithique relié à la Terre, bon, hein, tu l'as, au mois précessionnel du Bélier, donc quelque chose de beaucoup plus feu, beaucoup plus guerrier. Et il y a encore une chose assez drôle, c'est que si on remonte encore au mois précessionnel avant, c'est le mois précessionnel du Gémeaux, par rapport à ce fameux centre du ciel, hein, le pôle céleste, à l'époque, il n'y avait pas d'étoiles polaires, hein, Ursa Minor était très loin du centre du ciel. À cette époque-là, on avait un pôle céleste qui était exactement entre deux étoiles. Donc, pour s'orienter, pour trouver le nord, il ne fallait pas une étoile, mais deux étoiles. Et c'était l'ère des Gémeaux. Et c'est aussi le moment, quelque part, on pense, où l'humanité s'est scindée en deux, entre les chasseurs-cueilleurs et les sédentaires, quoi, agriculteurs. Et je précise que moi, c'est mon petit truc personnel, j'utilise pour la grande année précessionnelle le zodiaque à 13 signes. Je trouve que c'est beaucoup plus logique, hein, pour une période d'à peu près 26 000 ans, ça fait 2000 ans par signe. Donc voilà, j'ai trouvé ça logique.
12 signes pour l'année solaire et 13 signes pour la grande année précessionnelle, platonicienne. Disons que c'est ma façon personnelle de compter le temps sur le temps long, par commodité en fait, hein, parce que moi, le natoufien, le paléolithique, le néolithique, je m'y perds un peu. Là, comme ça, c'est simple. Voilà, c'est juste par fainéantise. Mais c'est assez intéressant de constater que, comme ça, notre référentiel symbolique, astrologique, nous donne beaucoup de clins d'œil, quoi. Ça colle. Bon, ben voilà, donc ben, comme tu l'auras remarqué, on s'est légèrement éloigné de notre exercice de géométrie. À la base, j'avais prévu de faire une vidéo assez concise. Bon, ben, je suis parti sur ma lancée. J'ai été soumis à l'inertie. Mais bon, on s'est éloigné de notre exercice de géométrie, mais pas tant que ça, en fait, hein, parce que tout ça colle ensemble, en fait. Donc, pour en revenir à notre frontière biblique, telle qu'énoncée en Genèse 15-18, du grand Israël, hein, allant du Nil à l'Euphrate, bon ben voilà, tout simplement, pour moi, cette géométrie invalide la chose. Parce que en termes de tradition ésotérique, pour employer le mot au sens commun, au sens large, ça va être souvent, moi c'est comme ça que je vois la chose, ça va être à celui qui va avoir la plus longue, comment dire, la plus grande chaîne de transmission initiatique ininterrompue. Par exemple, tu vas trouver, même chez des petites sectes, hein, et a fortiori dans les grandes traditions religieuses, certains qui vont se targuer d'avoir une chaîne de transmission initiatique ininterrompue depuis Abraham. Ah ouais, alors là, bon, ah ouais, Abraham, ah ouais, bon, ben c'est pas mal, quoi. C'est ancestral, ça. Tu vas toujours en avoir un autre qui va arriver, qui va dire, moi, encore mieux. Moi, depuis Noé. Ah ouais, Noé. Ah ouais, Noé, c'est pas mal, quoi. C'est-à-dire tous les enfants de Noé, quoi. C'est-à-dire tous les humains, quoi. D'ailleurs, tu trouveras dans la Constitution d'Anderson, la seconde version de 1738, ce qui est un petit peu, si tu veux, le règlement intérieur des frères Latruelle, pour employer un langage codé. Tu trouveras, mais dès les premières lignes, hein, t'as pas à chercher loin, tout maçon se doit, par sa tenue, patati patata, d'agir toujours en bon noachide. Et ouais. Moi c'est Noé. Et puis tu en auras toujours, parce qu'on part toujours dans l'extrême, hein, dans ces cas-là, tu vas en avoir un qui va arriver, non, moi c'est, je vous dose tous, hein, parce que moi c'est Adam. Ah ben là, Adam, hein, quinte floche, hein, jeu, 7 et match, 10 de der, fermez-la tous. Et ben voilà, sauf que, dans ces petites querelles de légitimisation par l'ancestralité symbolique, on reste toujours dans un seul et même référentiel. Et mine de rien, un référentiel qui n'est pas si ancestral que ça. Et là, avec cette histoire de mètres et de yards mégalithiques, transmis depuis les bâtisseurs mégalithiques jusqu'aux bâtisseurs de pyramides, on peut constater que a priori, on est sur un référentiel bien plus ancestral. Donc voilà, hein, comme tu as compris, hein, on est en train tranquillement d'aborder des sujets plutôt sensibles. Et voilà, pour résumer tout ce long monologue en quelques mots, hein, moi je pense que si ce dossier qui nous occupe présentement a autant de mal à passer, alors qu'il est si simple, Extrêmement simple. a autant de mal à passer dans la conscience collective, disons, c'est parce qu'il a des implications absolument je sais pas trop si j'ai le droit de le dire, anti-sioniste. Oui, non, c'est moi qui ai fait le bip. Je me suis auto-censuré. Voilà, non, mais parce qu'il faut faire attention aussi, hein, parce que on marche sur des œufs là, c'est un peu délicat, quoi.
Et voilà, faut faire attention. Hein. Attends, Sion. Excusez-moi, je suis en train de craquer. Mais voilà, hein, donc attention, hein, attention, parce que, encore une fois, on est sur des choses quand même qui sont très compliquées, je pense, et très profondes. Et moi-même, comme je vous disais, ça fait à peine quelques années que je m'intéresse à toutes ces choses, donc je n'ai absolument pas la prétention d'être un herméneute accompli. Et voilà, quoi. Bon, ben, pour l'instant, je réfléchis, hein, moi j'en suis là. Et voilà, faut pas tout mélanger. Hein, faut pas avoir une vision binaire. Encore une fois, euh, moi j'ai entendu nombre de maîtres kabbalistes qui me paraissent être des gens très éclairés, hein, et très accomplis intérieurement, et qui eux-mêmes vont te dire texto, mais attention, attention, surtout, ne perdez jamais de vue que là, on a affaire à des livres codés. Hein, donc il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre, il ne faut pas être dans le pshat, comme on dit, dans l'interprétation littérale des choses, parce que c'est plus compliqué que ça. Et surtout, surtout, ne prenez jamais ces textes comme en fait un référentiel, comme un traité, si tu veux, moral. Bah ouais, et ça méritait d'être dit quand même, hein, parce qu'il y en a, ils ont pas compris ça. Hein. Mais bon, bah aussi, bah d'un autre côté, bah t'auras forcément toujours une large part des gens, bah, qui eux, bah non, bah, qui vont prendre les choses au pied de la lettre, hein, et ce qui conduit à un certain fanatisme religieux, mais ça, c'est dans absolument toutes les traditions, hein, absolument toutes les traditions, à ce que j'en pense. Et d'ailleurs, on en revient à notre peuple indo-européen qui est là depuis pas si longtemps que ça, en fait, hein, depuis 4000 ans, et qui est le fondement vraiment théologique, disons, de toute notre civilisation occidentale, et donc, quelque part, qui est un espèce, tu vois, d'un espèce de déni, là, pour le coup, dans l'inconscient collectif. Ce qui fait qu'on veut pas voir la chose, tu sais. Oh, t'as vu, c'est dingue, ces trucs de pyramide, là. Hein, quoi? Non, moi j'ai rien vu. Non. Mais tu vois, c'est même pas un subconscient individuel, c'est un subconscient collectif. Et puis peut-être qu'il y a aussi ces histoires de temps long, d'ère précessionnelle, où ben, il faut attendre que ce soit l'heure, que les choses se passent. Enfin, je sais pas, moi, c'est mon idée là-dessus, disons. Et il y a encore un dernier point que je voulais aborder avec vous. Oui, je sais, c'est long, c'est long. Bah écoute, c'est long, c'est comme ça, hein. Si t'as mieux à faire, y a aucun souci, hein. Fais-le. Un dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est quelque chose dont j'ai l'intuition depuis un petit moment, qui de plus en plus se transforme en certitude. C'est que, en fait, l'hébreu ancien, tiré de l'araméen, l'hébreu biblique, est une langue morte, comme chacun sait, mais au-delà de ça, une langue morte et oubliée. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, contrairement aux idées reçues, il me semblerait bien que la plupart des mots qui sont dans ces textes de l'Ancien Testament, eh ben, le sens premier, ben, prête à débat, aurait été oublié, en fait, et du coup, voilà, ben, il y a encore débat, même, entre spécialistes. Et que même le plus grand des rabbins, le plus grand des maîtres kabbalistes, ils sont pas d'accord entre eux, et celui qui se targue de posséder le dernier mot sur tout ça, est peut-être soumis à une espèce d'hypertrophie de l'ego, ou tout simplement d'une trop grande confiance en sa compréhension et à ce qu'on lui a expliqué. Et on peut être sûr de rien par rapport au sens premier de ces textes. J'ai lu ça d'ailleurs dans Fabre d'Olivet il n'y a pas bien longtemps. Alors je n'ai pas vraiment le niveau pour savoir ce que ça vaut, Fabre d'Olivet, mais ça fait du bien de le voir écrit en toutes lettres. Tu te dis ah ouais, ah bah d'accord, il me semblait bien. Et
Et j'ai la chance d'avoir un ami depuis quelque temps avec qui je passe énormément de temps à discuter, qui se reconnaîtra, hein, et que je salue. Salut, Safart, qui lui a été élevé dans la tradition hébraïque régulière, on va dire, orthodoxe, même si je sais même pas si c'est vraiment le bon terme, et qui ensuite a consacré de longues années laborieuses à l'étude de la Kabbale hébraïque, avec des maîtres, des mentors, comme il me dit, qui apparemment font autorité dans ce petit milieu, et qui me confirme un petit peu tout ça, hein. C'est un peu grâce à lui et à nos longues discussions que je suis en train de comprendre de plus en plus, mais comme je vous disais, que le sens premier de tous ces mots est perdu, et puis c'est des mots très importants, quoi. Enfin, par exemple, il y avait lance des anathèmes partout, anathème, en gros, ça veut dire carnage, hein, dans l'acceptation moderne de la chose, mais en fait on sait pas. Et ce qui d'ailleurs serait plutôt logique au demeurant, hein, avec un texte qui a une telle importance que au fil des générations, de l'évolution des traditions selon les besoins du moment, même disons politiques, on se permet certaines largesses avec l'interprétation de certains mots, et voilà, au fil du temps on en arrive à avoir totalement inversé peut-être même le sens premier, quoi. Comme quoi le concept de novlangue serait peut-être pas si récent que ça. Ah, mais fermez-la, bande de chiens! Non, pas vous. Et donc, ce qui invite encore plus de prudence, hein, par rapport à toutes ces choses. Et du coup, ce même ami, lui, il s'est mis depuis quelque temps à l'étude symbolique égyptienne et à l'étude symbolique hiéroglyphique, pour essayer de retrouver le sens premier des mots de l'ancien hébreu, l'ancien araméen, mais en repassant par-dessous, par les origines égyptiennes, de la haute antiquité égyptienne, l'ancienne Égypte. Et c'est assez fascinant. Alors c'est un travail énorme, hein. Moi il me faudrait 10 ans, hein, pour pouvoir vraiment acquérir le savoir qui pourrait me permettre de prendre toute la mesure de tout ce qu'il me raconte. Et encore 10 ans en bossant bien, hein, 10 ans au chômage, quoi. Mais je lui dis, c'est quand même assez marrant, parce que tu vois, quelque part, on travaille un petit peu dans le même sens, toi et moi. Un petit peu, comment dire, à essayer de contrecarrer, disons, les effets négatifs de l'égrégore Yahvé. Et là, je parle bien de Yahvé en tant qu'égrégore, à ne pas confondre avec le concept de divinité en général. Elo, Eloa, Elohim, Adonai El Shaddai, Elion et compagnie. Et donc, encore une fois, je le remercie, hein, parce que toutes nos longues discussions sont vraiment très enrichissantes pour moi et pour ma compréhension de tout ce sac de nœuds, parce que non, mais c'est vrai que c'est pas évident, hein. Et donc voilà, je lui dis c'est drôle quand même, parce que j'ai l'impression qu'on travaille à aller dans le même sens, même si moi, en passant par un prisme géométrique, c'est quand même beaucoup plus simple. Extrêmement simple, parce que le mystère est accessible absolument à tout le monde. C'est d'ailleurs quelque chose qui est intéressant, parce que les pyramidiaux, ils savent pas. Alors moi, c'est un domaine que je connais pas très bien, parce qu'il faut avoir un peu d'astronomie. Alors que lui, si vraiment il veut se faire comprendre, ça va être coton, quoi, parce que s'il faut que les gens ils apprennent l'ancien hébreu, le phénicien, l'araméen, le hiéroglyphique, le démotique, le hiératique, puis toute la symbolique qui va avec, les panthéons, la mythologie, tout ça, là ça va être plus coton, quoi. Déjà moi, quand je parle aux gens de théorème de Pythagore et de cosinus, mais il y en a un sur deux, j'ai l'impression que je leur parle chinois. Bon, disons que moi j'ai choisi la voie simple. J'ai pas choisi, hein, moi je suis passé par là, appelons ça le hasard. Mais c'est vrai que, quelque part, en l'espace de seulement 3-4 ans, je vais pas dire que j'en ai fait le tour de toutes ces géométries, mais je commence à
me dire que j'ai peut-être assez de billes en ma possession pour pouvoir tout simplement me permettre d'ouvrir ma gueule, quoi. En gros, pour, pour être poli. Et d'ailleurs, justement, voilà, là, je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Alors voilà, je t'invite tout simplement à réfléchir à tout ce que tu as sous les yeux, là, si tu veux. C'est d'ailleurs quelque chose qui est intéressant parce que les pyramidiaux, ils savent pas. Si jamais tu bloques à un endroit à un autre, il y a quelque chose que tu comprends pas, tu peux toujours me laisser une question en commentaire. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Ah oui, d'ailleurs, au fait, j'oublie toujours ce truc-là. Mais ouais, mais dans tous les cas, mets un com, voilà, hein. Lâche un like, puis mets un pouce. Ouais, un like et un pouce, hein. Surtout c'est très important. Et puis partage, quoi. Et abonne-toi, je l'ai dit ça, abonne-toi. Ouais, non, ouais, bon. Mais logiquement, on devrait pas avoir à vous le dire, ça, les gars, sans déconner. Et puis voilà, à suivre, je vais vous mettre un petit indice visuel, une image pour ceux qui bloquent, et aussi les réponses à tout ça qui vont venir dans les prochaines secondes. Donc si tu veux jouer le jeu, évidemment regarde pas trop. Et même après, si tu n'y arrives pas, et qu'ensuite tu regardes les réponses, déjà si tu arrives à comprendre les équations qui vont arriver, qui sont très simples, hein. Extrêmement simple. Mais en fait, ça t'aura compris le principe. Et ce sera déjà pas mal. Bon voilà, il me reste plus qu'à vous laisser. Et vous souhaiter une bonne continuation. Allez, tchuss!